Salut à tous. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant 2-3 mois. C'est assez simple, on devait absolument emménager dans la maison fin septembre pour des questions financières et de prêt à la banque. Donc on a vraiment dû travailler d'arrache-pied pour emménager dans une maison à peu près habitable. Et une fois emménagé et reposé mi-octobre, une grosse crève nous est tombée dessus. Donc impossible de faire des vidéos, sinon vous n'aurez rien compris avec ma voix. Donc ça va mieux, donc on reprend les vidéos. Vous inquiétez pas, on va rattraper le retard. Et pour ceux qui se demandent si c'est fini, non vous inquiétez pas, il reste vraiment beaucoup de choses à faire. Et on vous montrera tout ça. Allez, c'est parti! On commence donc avec des vieilles vidéos, mais que vous aviez pas vues, concernant toujours la reprise du même mur pisé. Ces vidéos-là ont été tournées quand il n'y avait plus la toiture, toute cette luminosité. Mais bon, c'est toujours intéressant de vous montrer comment on avait repris le mur, toujours avec de la terre qu'on avait récupérée de l'ouverture, qu'on vient tasser soit à la main, soit à la masse, après avoir humidifié le mur. Entre les différents conduits qu'on a découverts et les endroits du mur abîmés qu'on a dû enlever, le mur n'est plus droit du tout, donc on varie l'épaisseur de terre qu'on rajoute pour retrouver quelque chose le plus plan possible. Et après, quand elle a un peu séché, je viens légèrement la gratter avec une truelle pour retrouver une aspérité un peu moins lisse que l'effet tassé qu'on a juste à la main. On avait aussi profité de cette période pour reprendre le mur pisé autour des jambages briques. On a donc enlevé les pierres qui étaient entre la brique et le pisé pour refaire une jonction propre. Et je trouvais ça bizarre parce qu'il y en avait quand même beaucoup qui venaient, sans forcer, hein, juste en grattant un petit peu. À un moment, je me suis même dit qu'il fallait que j'étaye le linteau parce que je savais pas trop comment tout tenait quand même. Et surprise une fois fini, le jambage brique fait un U qui n'est pas du tout cohésif avec le mur pisé et qui était en fait à moitié creux. C'est rassurant, non? On a donc fait plus de pisé que prévu dans une période où on était crevé avec la toiture. Ça tasse? Ça tasse. Je suis Tasman. Le diable de Tasmanie. Ce niveau d'humour au plus bas résume bien notre état de fatigue. Au vu de la lumière, vous aurez compris qu'entre temps la toiture a été refaite, mais bon, il fallait quand même finir ce côté-là notamment, donc j'ai repris la terre dans ma main, et c'est reparti pour boucher tous les trous. On mouille, on tasse, on mouille, on tasse, on mouille, on tasse, et des fois, on racle. Vous vous souvenez de ce trou qu'on avait rebouché à moitié pour en faire une niche? Il va être temps de s'en occuper. Je commence donc par faire un cadre en bois aux bonnes dimensions. Donc j'utilise le hêtre contre-collé, le même bois qu'on a utilisé pour les encadrements de fenêtres. Je viens juste le visser sur les deux tranches par le haut et par le bas, puisque de l'extérieur ce sera dans le mur pisé, donc on verra pas les vis. Donc autant pas se prendre la tête. Il n'y a pas besoin non plus que ce soit très solide, parce que ça ne porte rien. On fait quelques ajustements et après on le fixe définitivement avec l'aide de serre-joint. Ensuite on vient présenter le cadre bois pour recreuser le pisé pile poil aux bonnes dimensions. L'objectif c'est que le cadre bois rentre le plus précisément possible dans la niche tout en vérifiant qu'il est bien de niveau. Et après on mouille la niche. Pour que le pisé qu'on va remettre adhère, on positionne le cadre et on vient le caler avec du pisé autour. Et on reprend ensuite les finitions au fond et au bord. Et c'est toujours la même technique, hein. Mouiller, tasser, gratter. Et voilà le rendu final. Le pisé n'est pas totalement sec, donc encore un peu foncé, mais franchement, on est super fiers du résultat. Le
reste du chantier a bien avancé, mais il fallait qu'on s'occupe de ce jambage à gauche. On a fait celui à droite que vous avez vu, mais avant de finir et de plaquer, il fallait quand même faire ça. Et sans surprise, c'est comme de l'autre côté. Il y a quelques endroits où les pierres tiennent encore, donc on les a gardées, et dans l'ensemble, c'était tout creux. On reprend de la terre, et c'est reparti. On avait quelques cannes électriques qui passaient au milieu, mais c'est pas un gros problème, on fait le pilier autour, on tasse, et puis voilà. Et voilà le résultat final, même si la terre est encore un peu humide, donc plus foncée que une fois complètement sèche, ça donne une bonne idée. La dernière chose dont on ne s'était pas occupé, c'était l'ouverture dans le mur pisé. Il fallait reprendre les murs qu'on n'avait pas creusés bien droits, et peut-être reprendre les angles. Pour les murs, on a mis un laser, et ensuite on a creusé jusqu'à ce que le trait traverse dans l'autre pièce. En gardant le laser à fleur, ça permet d'être sûr d'être bien vertical et plan sur toute la surface du mur. C'était un peu laborieux, mais ça permet d'avoir une surface vraiment plane et vraiment verticale, et ça se voit vraiment à l'œil nu. Et pour creuser, on a utilisé plusieurs outils. Une vieille scie qu'on avait déjà utilisée pour créer l'ouverture, le pied de biche ou le burin pour gratter plus précisément avec un peu plus de force. Et également pour faire sauter les gros cailloux qu'on pouvait trouver parfois dans le mur pisé. L'autre problématique, c'était comment protéger les angles de cette ouverture. Le pisé c'est assez fragile et même si on fait attention, cette ouverture on va y passer régulièrement, qu'on aurait eu vite fait de mettre un coup dans l'angle. Les angles avaient déjà pris quelques coups avec le chantier d'ailleurs. On voulait pas cacher l'intégralité du jambage, avec un panneau bois par exemple, parce que le pisé scié, c'est vraiment très beau. On voulait juste protéger l'angle. On a réfléchi à une baguette bois, un profil métallique, et on a finalement opté pour refaire des angles en béton de chaux. Pour cela, il fallait qu'on creuse un peu les angles en pisé. On a remis le laser pour faire un trait bien vertical. Et après, j'ai donné un coup de disqueuse pour avoir une coupe vraiment propre. Méfiez-vous, si vous passez un disque diamant dans du pisé, ça fait un peu de poussière. On est venu ensuite enlever de la matière dans les angles pour pouvoir derrière remettre du béton de chaux. Alors le premier test qu'on a fait en béton de chaux, on avait juste rainuré les angles que le béton accroche, mais c'était pas suffisant et il n'arrivait pas à adhérer.
Clee a donc trouvé l'astuce de planter des clous dans l'angle, ce qui permet de faire adhérer le mortier chaud et lier le pisé à l'angle au mortier. Alors on ne sait pas si c'est une technique très conventionnelle ou si d'autres méthodes auraient été meilleures, mais en tout cas on a fait comme ça et ça marche assez bien. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On est toujours preneur d'astuces dans ce genre. Et voilà le mortier fini. Mais comment traiter sa jonction proprement avec le pisé? Quand on a deux matériaux qui sont sûrs d'être rectilignes, c'est facile. Dans le cas du pisé et du mortier, on n'arrive pas à avoir des droites parfaites. Dans ce cas-là, on peut utiliser ce qu'on appelle la technique du joint creux, c'est-à-dire qu'on va venir créer un vide entre les deux matériaux, ce qui va permettre d'absorber les petits défauts en créant une ombre qui, elle, sera droite. Pour créer ce joint creux, j'ai donc remis un coup de disqueuse entre le mortier et le pisé, toujours aligné avec mon laser, afin d'avoir un trait bien droit qui vient finir proprement le pisé et le mortier. On a ensuite légèrement gratté le mortier de chaud qui restait du côté du pisé mais qui partait tout seul, et puis regratté un peu les angles afin de bien aplanir le tout et d'avoir des choses assez rectilignes. Et voyez le résultat, on est très content de l'effet. En plus avec le temps il a séché, donc il est devenu plus clair que le pisé, donc il vient encadrer le passage et ça rend vraiment bien. Et pendant que Lee et une copine nettoient le nouveau jambage, avec un copain, on s'occupe de reprendre en pisé la dernière zone du mur qui nous manquait. Sur cette zone-là, le pisé était brûlé et vraiment très dur, sûrement dû à une ancienne cheminée. Donc on avait peur de ne pas pouvoir le reprendre, mais finalement on a pu quand même gratter une petite épaisseur et derrière remettre une couche de terre propre. Donc on est content parce qu'au début, c'était pas gagné. Zut, on avait oublié cette partie-là. Je remonte sur l'échafaudage et hop. Ok, l'intérieur de la maison est prêt à plaquer, le pisé est terminé et l'isolation est faite, vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. Il nous manquait une dernière chose à faire avant de plaquer, c'était de reprendre la porte de la grange, qu'on puisse la fermer de l'intérieur et de l'extérieur. Vu qu'il s'agit d'une porte temporaire, on réutilise les chutes d'OSB qui nous restaient du plancher. En théorie, l'OSB c'est pas fait pour être exposé dehors, mais là vu que c'est temporaire, c'est pas très grave. On reprend le schéma classique des portes de grange, à savoir des planches horizontales alignées au gond et des diagonales qui viennent trianguler et solidifier la porte. Lorsque vous mettez les diagonales, attention à bien les mettre dans le bon sens, c'est-à-dire la pointe au côté opposé des gonds. Ici, c'est le grand battant de la porte, qu'on ouvrira plus rarement, et à côté on aura un petit ouvrant, qui lui nous servira de porte d'entrée régulière. On commence par le grand parce que c'est lui le plus difficile à caler.
premier test, ça fonctionne plutôt bien. Et pour ne pas s'embêter, on a repris les gonds existants qu'on a démontés de l'ancienne porte. En plus de conserver un bout de l'histoire, ça nous permet d'éviter de refaire de la maçonnerie dans les poteaux, puisque les gonds sont déjà existants. On passe au petit ouvrant, toujours en chute OSB, avec les horizontales et la diagonale. Même technique que l'autre porte qu'on n'a pas filmé, on vient positionner la porte sur des cales et on vient fixer les gonds directement sur la porte. Ça permet d'être sûr de l'alignement de la partie des gonds sur la porte et celle dans les murs. Il ne reste plus qu'à positionner le crochet métallique à l'intérieur pour le grand battant et ajouter une serrure avec verrou sur le petit ouvrant qu'on puisse l'ouvrir de l'intérieur et l'extérieur, ce qui était l'objectif initial. Une dernière mise en situation pour vérifier que tout fonctionne bien et après on va enfin pouvoir passer au placo. Ok, ça c'est bon. Et l'autre s'ouvre aussi. Ok, c'est parti pour le placo. Et dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si l'aventure vous plaît, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt!